bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce 12e épisode d'Efrika, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts que sont Culture Soccer, Ball à Latina ou bien l'AFC Corner. Sachez également que notre 5e magazine est au four, une édition spéciale puisqu'elle célébrera les 10 années d'existence de Lucarne Opposée. Alors il cuit doucement mais sûrement et il devrait être bien doré pour début décembre. L'automne est là, chers amis, c'est la saison des marrons. Et ça tombe bien, puisqu'à Efrika, on avait envie de sortir une fois encore notre marronnier préféré, la Ligue des Champions d'Afrique, qui nous offre une finale de choix que nous allons vous présenter dans cet épisode. Mais avant toute chose, histoire d'avoir du papier pour emballer nos marrons, ouvrons ensemble le courrier Quinfri. Avant de parler Ligue des Champions 2018, causons Ligue des Champions 2019. La CAF souhaite en effet enchaîner rapidement sur la prochaine édition puisque la compétition passera au calendrier dit à l'européenne avec une finale en juin. Si l'on connaissait déjà une bonne partie des qualifiés, ce changement n'a pas été sans conséquence pour certaines fédérations. Le Nigeria par exemple, qui n'a pas su préparer correctement la transition, s'est retrouvé contraint de mettre un terme à la saison en cours de NPFL, sa division d'élite, au bout de 24 journées seulement, désignant Lobby-Star comme représentant vert et blanc parmi l'élite du continent. Aucun vainqueur n'a cependant été sacré et aucune équipe ne sera reléguée. Le prochain exercice verra 4 écuries de l'étage inférieur s'inviter à la fête, qui aura pour l'occasion un format particulier puisque divisé en 2 groupes de 12 avec qualif en Liguilla et tout le tralala. Fou, quel bazar. Quoi qu'il en soit, la Coupe nationale, elle, a pu se dérouler comme prévu, offrant une finale au scénario incroyable entre Kano Pillars et Enugu Rangers. Les joueurs de Kano menaient 3-0 en début de seconde période, mais ont finalement été rejoints avant la fin du temps réglementaire pour finalement s'incliner au tir au but. Tout ça, sans Dudek, Gérard, Maldini et Sheva, c'est plutôt balèze, non ? Au Mozambique, en revanche, on a réussi à rendre sa copie à temps. C'est l'UD Songo qui finit major de promo 2018 à 3 points devant le Ferroviario de Maputo qui l'accompagnera en Ligue des Champions. Il s'agit du second titre consécutif pour les Hydroelectricos, pour qui ça turbine pas mal en ce moment. Même topo côté Tchad, chez qui l'on voit bien que le devoir a été bouclé à l'arrache dans le couloir, en panique, avec son sac à dos comme support. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un petit tournoi d'appoint qui a permis à Elect Sport de décrocher son ticket pour la C1 aux dépens de l'AS Coton Tchad. La patrie de M. Endoram va maintenant se focaliser sur les qualifications pour la CAN U23, un pont d'accès pour les JO et un déplacement qui s'annonce compliqué en République démocratique du Congo. Longtemps brouillon, le Bénin se montre appliqué et volontaire en cette fin d'année 2018, lançant fièrement sa Vitalor Ligue 1, qui a débuté par un nul entre les Buffles de Borgou, dernier champion en date, et l'Aspac de Cotonou. On notera que le gardien titulaire de l'Aspac est un tigre d'Abisport, cher à Pierre-Marie Gosselin, le jeune Isiaka Ogoubi, à qui Efrika souhaite le meilleur pour la suite. Glissons tout doucement vers cette Ligue des Champions 2018 et souvenons-nous du parcours des Botswanais du Township Rollers de Gaborone qui nous avaient surpris en se hissant en phase de poule. Eh bien, sachez que l'idylle avec leur entraîneur serbe Nikola Kavazovic a pris fin. Le Serbe prend la direction de l'AFC Léopard au Kenya, mais son remplaçant est tout trouvé, puisqu'il s'agit de l'Argentin Rodolfo Zapata, qui fait le chemin inverse depuis Nairobi. On nous dirait que c'est un échange en bonne et due forme qu'on le croirait, tiens. L'autre surprise de cette C1 2018, bien plus grosse, celle-ci fut le parcours jusqu'en demi des Angolais de Primeiro de Agosto, dont le coach héroïque Zoran Manojvilic, serbe aussi, décidément, s'est vu récompensé d'une non-reconduction de son contrat pour le 2019. Pire, c'est le Bosnien Dragan Jovic qui le remplacera. Un Bosnien, non mais vous vous rendez compte ? Non, bon, c'est pas grave. Les Rouges et Noirs de Luanda continuent toutefois de grandir puisqu'un immense complexe va sortir de terre dans le but d'accueillir toutes les différentes sections sportives de ce club omnisport ainsi que les académies qui en découlent. Le Girabola angolais a repris ses droits le week-end passé sous une pluie de nuls, 6 en 7 matchs, l'émotion sûrement. De l'émotion, il y en a eu en Afrique du Sud où le derby de Soweto
a vu les Orlando Pirates s'imposer 2-1 face à Kaiser Chiefs dans l'ancien Soccer City Stadium chez aux Espagnols, plein comme un neuf. Et Fricka ne saurait plus vous recommander de jeter un œil aux vidéos de la rencontre pour bien mesurer l'ampleur de la passion pour le football dans cette région. Alors attention, vous vous hélas tout de même. Enfin, avant de parler de la compétition reine, prenons des nouvelles de la princesse. La finale de la Coupe de la Confédération opposera en effet le Raja Casablanca à l'AS Vita Club de Kinshasa. L'on pointera d'un doigt accusateur et véhément le comportement déplorable des joueurs et staff du club égyptien d'Al Masry qui, malgré une élimination nette 4-0 au total, ont fait part d'un manque d'esprit sportif consternant en refusant de reprendre le jeu suite à un but valable qu'ils jugeaient entaché dans leur jeu, dégradant des panneaux publicitaires ainsi que les vestiaires et l'hôtel qui les accueillait au Congo. C'est franchement pas chic du tout. Place maintenant à la grande finale de la Ligue des Champions 2018 qui opposera les Tunisiens de l'Espérance Tunis aux Égyptiens du Al Ahly les 2 et 9 novembre prochains. Une rencontre entre deux clubs du Faroukistan, du roi Farouk Ier, chantre du football nord-africain à lucarne opposée, et bien qui nous rejoint sans plus attendre. Bonjour Farouk, comment vas-tu ? Bonjour Simon, bonjour à tous les auditeurs d'Efrika et tous les lecteurs de Lucarne Opposée. L'apothéose de la compétition arrive enfin pour la dernière fois à l'orée de l'hiver, vu qu'avec la réforme du calendrier, on va revenir à des rythmes un peu plus estivaux. Donc on va savourer une dernière fois la finale de Ligue des Champions dans un calendrier particulier. Et oui, finale de cette Ligue des Champions d'Afrique 2018 que l'on suit sur Efrika depuis les tout débuts maintenant, et là on arrive au bout du bout, et nous avons deux compétiteurs de choix pour cette finale, puisque nous avons à ma gauche, pesant 63 kilos, nous avons le candidat tunisien, l'Espérance de Tunis, avec deux titres de Champions League en 94 et le dernier en 2011, et à ma droite, elle pèse, si l'Espérance Tunis pèse 63 kilos, je sais plus ce que je dis, alors là, à ma droite, on a un truc qui pèse une centaine tonnes, quintales de kilos, ce que vous voulez, c'est énorme, c'est le Al Ahly égyptien, le Al Ahly du Caire, qui lui pèse 8 titres de champion d'Afrique, 82, 87, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012 et 2013. Le dernier en date, un des clubs les plus titrés au monde, toutes compétitions confondues. Alors, avant toute chose, avant de parler des deux clubs séparément, moi j'avais une question, c'est est-ce qu'il y a un passif entre ces deux clubs ? Eh ben, sur les dernières années, on va dire qu'il y a eu quand même beaucoup de fois où ils se sont croisés. Il y a tout simplement la finale de Ligue des Champions 2012 qu'Al Ahly est venu gagner contre l'Espérance à Rades, avec notamment un but du vieux briscard Walid Soliman qui est toujours là, qui sera l'un des principaux dangers, côté égyptien de cette finale. Les deux clubs se sont rencontrés en quart de finale de la dernière édition, où Al Ahly une nouvelle fois est venu chercher la qualification à Rades après avoir concédé un nul 2-2 à l'aller, et les deux clubs se sont croisés en phase de poule cette année avec une nouvelle fois une victoire d'Al Ahly au stade de Rades après un match nul au Caire. Si on considère que, disons, sur une adversité tunisienne globale, si on se souvient de la Ligue des Champions 2006, que Al Ahly, grâce à un but d'Aboutrika à la 93e, était venu souffler dans les derniers instants, on peut pas, je pense, faire meilleur duo stade et équipe qui réussit dans ce stade que le stade de Rades, dans la banlieue de Tunis, et les Égyptiens d'Al Ahly. C'est leur jardin. C'est un stade où ils ont leurs repères au fil des générations, où ils savent comment gagner, où ils savent gérer. Là, ça fait quand même plusieurs victoires. Oui, là, on le voit, et donc c'est une sacrée série. Oui.
c'est un classique continental que nous offre cette finale de Ligue des Champions. Et pour le coup, même si on le savait à peu près sur le papier, là, c'est définitif, même historiquement, avantage aux Égyptiens. Mais avant de parler de l'ogre égyptien, parlons un petit peu de l'outsider, puisque c'est clairement un outsider dans cette rencontre. Parlons de l'Espérance Tunis qui arrive, on en parlera un petit peu plus après avec Pierre-Marie, mais qui arrive, puisque tu vas nous donner un peu le contexte de cette finale. L'Espérance de Tunis arrive au bout de cette compétition un petit peu entrée dans la langue, qui s'est qualifiée assez difficilement et dans un contexte particulier. Au vu du difficile été que l'Espérance de Tunis a eu, des éliminations en Coupe arabe, des difficultés en championnat en septembre, il était difficile de prévoir dans cette situation-là que les 100 et or iraient au bout et qu'ils atteindraient la finale. Mais ce qui les a tout simplement relancés, c'est le Classico contre l'Étoile du Sahel en quart de finale, où l'Espérance de Tunis avait un rôle d'outsider qui, en définitive, lui allait très bien. Et cette double confrontation lui a permis de se relancer. Et je dirais que, en dépit des difficultés défensives qui ont demeuré, qui ont coûté la place à l'entraîneur Khaled Ben Yahya, qui, pour rappel, a été débarqué entre le match aller et le match retour de la demi-finale contre les Angolais de Primeiro de Agosto. En définitive, ce changement est intervenu dans le bon timing et a eu l'impact psychologique attendu. Alors certes, au niveau de la défense, on a vu le match retour contre le Primeiro de Agosto, les problèmes défensifs étaient toujours là avec 2 buts qui étaient tout de même c'est symptomatique de la fragilité de l'Espérance de Tunis derrière, mais finalement, la ferveur du Stade de Rades associée à la puissance offensive ont permis de passer. Mais c'est sûr que si on avait considéré les forces en présence en septembre, ça aurait été difficile de penser que les 100 heures en arrivent là, surtout que sur la demi-finale retour, où je pense que Pierre-Marie a certainement un mot à dire là-dessus. Si on regarde la première mi-temps, les Angolais avaient quand même le match dans les mains et sont pas passés si loin quand même de réaliser un gros coup. Mais l'Espérance de Tunis a survécu. L'Espérance de Tunis a une attaque qui peut contrebalancer les problèmes défensifs, mais c'est surtout au milieu que ça va énormément se jouer, où il y a des choses en particulier au niveau du milieu où les titulaires sont très talentueux, mais ont souvent tendance à trop porter la balle et à pas la faire circuler assez vite aux talents offensifs qui sont devant, à savoir Badri et l'Algérien Youssef Belaïli. Si la discipline tactique est là pour tenir les Égyptiens et que l'attaque répond au rendez-vous, il y a possibilité de faire quelque chose. Mais sans aucun doute, l'Espérance de Tunis est outsider de cette fiche. Et au-delà du sportif, il y a un contexte particulier à Tunis actuellement, d'un point de vue un petit peu plus sécuritaire, il me semble. Les incidents qu'il y a eu en marge de la demi-finale retour vont certainement avoir une conséquence, je pense, sur la billetterie. Parce que pour la demi-finale, il y avait quand même le public des grands soirs, il y avait l'accès pour les abonnés, plus 40 000 tickets, plus tout VIP, place offerte confondue, il y avait quand même pas loin de 50 000 personnes. Mais il y a eu des affrontements avec la police au milieu du match qui ont fait sacrément beaucoup de dégâts dans le stade, qui ont peut-être incité justement l'organisation et les autorités à revoir un peu la billetterie un cran en dessous, justement pour éviter que ce type de scène se reproduise. Après, quel que soit le nombre de supporters, il y aura quand même pas mal de bruit dans le stade, mais ce qu'on espère surtout, c'est que le match retour, qui est le vendredi 9 novembre, puisse se dérouler dans des conditions optimales. En définitive, en quelques mots, quelles seront les forces de l'Espérance de Tunis pour essayer de renverser le grand Al-Ahly? Premièrement, il y a le scénario de la demi-finale retour qui peut les inciter à être sûrs de leur force offensive et se dire que dans un contexte où, si jamais lors du match aller ils ont résisté ou voire un but à remonter, il y a possibilité, en mettant un peu de folie dans le match avec la ferveur du stade, disons, d'un petit peu sortir Al-Ahly de son confort, chose qu'on a vu par exemple pour la demi-finale retour des Égyptiens à Sétif, de manière pas nécessairement attendue. Ils ont quand même énormément subi lors de la première demi-heure beaucoup d'occasions, et si jamais les Algériens avaient ouvert le score, je pense
pense que le scénario du match aurait peut-être pas été pareil. Pour rappel, El Ali s'était facilement imposé contre Sétif El Allé 2-0 s'était incliné 2-1 à Sétif, mais avait ouvert le score. Enfin, du coup, avait quand même pas mal coupé les jambes psychologiquement des Algériens sur l'ensemble des deux matchs. Si l'Espérance arrive à résister au match aller et à mettre un petit peu de folie sur le match retour, il y a quelque chose à faire. Mais ce qui va être très très important, comme je l'ai évoqué précédemment, c'est la discipline tactique du milieu, arriver à faire circuler la balle, l'emmener vers les forces principales, c'est-à-dire les individualités que sont Anis Badri et Youssef Belaïli, et essayer de faire en sorte que l'arrière-garde, qui a été particulièrement exposé, que ce soit sur le but encaissé contre l'Étoile du Sahel et que les buts encaissés contre les Angolais, puissent ne pas prendre l'eau. Alors, ma foi, rigueur tactique au milieu, espoir de ne pas prendre l'eau en défense, et on mise sur quelques individualités devant. Ça ressemble fort au parti pris de certains clubs de Ligue 1 qui jouent des gros de Ligue 1. Et c'est à peu près. Alors, l'Espérance a quand même son histoire sur le continent africain, mais c'est le portrait que tu nous dresses là est assez symptomatique des forces en présence pour ce match, pour cette finale. Car, et on y vient, nous allons parler maintenant du concurrent de l'Espérance de Tunis, le Al Ahly, on vous l'a dit, 8 titres de Ligue des Champions, le Cador continental que l'on retrouve régulièrement à ce stade de la compétition, les aigles rouges, ils jouent en rouge, l'aigle n'est pas forcément, c'est sur leur écusson, mais je ne crois pas que ce soit l'un de leurs surnoms. Effectivement, c'est tout à fait. Et quels seront, enfin, voilà, le Al Ahly, a priori, même si tu as déjà évoqué quelques petites faiblesses ou quelques petites failles que l'Espérance de Tunis pourrait essayer d'utiliser pour les battre, le Al Ahly a l'air quand même bien en place. Si on se remémore la finale 2017 que El Ahly avait perdu contre les Marocains de Wydad Casablanca, ce qui était frappant, c'est que un scénario où on pensait les Égyptiens capables d'emporter la décision a en définitive, du fait d'un manque de réalisme offensif, permis tout de même au Wydad de gagner. Il y avait eu, pour rappel, un match nul 1-1. Le Wydad était rentré avec un 1-1 très positif en Égypte et avait résisté au retour avec, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, une ou deux occasions qui avaient raté l'attaquant de pointe, lui-même marocain, Walid Azaro. Sauf qu'entre-temps, Walid Azaro s'est étoffé aussi bien dans son profil, dans ses déplacements, dans le genre de but qu'il marque. C'est-à-dire que c'est plus uniquement des buts de renard dans la surface, des frappes en première intention, etc. Il part de beaucoup plus loin. Il est très bien alimenté par Walid Soliman, qui sera, je pense, le joueur à suivre de la finale. La clé de la finale sera la capacité du milieu de l'Espérance à surveiller Walid Soliman comme le lait sur le feu. C'est généralement ce genre d'équipe, vous prenez le joueur le plus âgé et c'est lui c'est lui dont il faut se méfier. C'est lui qui a mis fin entre guillemets à la double confrontation de la demi-finale avec son but à Sétif, qui avait un petit peu coupé le Sétif dans son élan alors qu'il y avait une grosse phase de domination et que le scénario était pas encore écrit. Il avait fait un très bon match, Walid Soliman avait fait un très bon match en phase de poule à Rades contre l'Espérance de Tunis. C'est lui qui marque un des buts qui permet à Al Ahly de gagner la Ligue des Champions en 2012. C'est un des réceptacles de la transmission de cette tradition africaine d'Al Ahly. Et même s'il y a cette petite faille qu'on peut percevoir sur la manière avec laquelle ils ont subi lors de la demi-finale retour, je pense quand même que les Égyptiens sont légèrement favoris et il sera intéressant. En fait, ce qui les rend favoris, c'est surtout la multiplicité des scénarios qui peut potentiellement leur être favorable. Si jamais il y a une victoire très large à l'aller, ça peut solder les débats, mais un score de parité vu l'histoire particulière qu'ils ont avec le stade de Rades et le fait qu'ils y gagnent tout le temps, dont cette année et l'année dernière, fait qu'ils partent avec un avantage psychologique important. Donc de fait, c'est le favori et il faudra une Espérance de Tunis très très résistante à l'aller et
capable de mettre un grain de folie au retour pour renverser le géant du Caire. L'Espérance de Tunis devra être forte à l'aller pour vaincre Al-Ahly au retour. C'est pas mal dit comme ça. D'accord, donc très bien. Donc oui, donc c'est presque plus un avantage psychologique, moral, de fait, de stature qu'ont les Égyptiens sur les Tunisiens, plus qu'un vrai avantage de talent, même si tu dis a priori l'Ali a quelques certitudes en plus. Eh bien écoute, merci beaucoup Farouk. On se retrouve dans un prochain Efrikia pour faire le débrief de cette finale. Avec grand plaisir. Salut, à très bientôt. Salut. Cette affiche sort, on l'aura compris, du giron de notre ami Pierre-Marie, mais ce n'est pas pour autant que son avis sur la question ne mérite pas d'être donné. On vous écoute, Monsieur Gosselin. Bonjour Pierre-Marie, comment vas-tu ? Bonjour Simon, écoute, ça va très bien, c'est un immense plaisir et un grand honneur de te retrouver enfin. Et oui, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas causé sur Efrikia. Nicolas avait de nouveau pris mon relais. Si vous voulez tout savoir de ma vie privée, chers auditeurs, j'ai eu des petits soucis de connexion avec une entreprise, un opérateur français que je nommerai pas pour ne pas lui faire de pub, même de la mauvaise, c'est de la pub quand même, en m'installant en France, à Paris. Enfin bref. Me voilà maintenant avec une bonne connexion et dans la capacité de pouvoir faire des podcasts sur l'Afrique comme Efrikia, et on l'a vu avec Farouk juste avant parler de la finale de Ligue des Champions d'Afrique. On va avoir ton avis aussi, Pierre-Marie. Alors on le sait, toi tu es plutôt spécialiste du football subsaharien, donc pas trop l'Afrique du Nord qui sont représentés dans cette finale, donc tu n'as pas trop de compétiteurs dans cette finale, mais tu as tout de même ton avis à donner, il nous intéresse. Et moi je voulais, avant, revenir quand même avec toi sur cette demi-finale qui opposait l'Angolais Primero de Agosto contre le Tunisien Espérance de Tunis, qui s'est donc qualifié pour le dernier échelon, pour la finale. Primero de Agosto, que tu connais un peu mieux, et surtout tu as pas mal réagi à ce match sur les réseaux sociaux. J'ai vu que tu l'avais énormément suivi, et il était intéressant puisque les Angolais étaient le petit pousset et qui avaient réalisé l'exploit lors de cette compétition. On les attendait vraiment pas à ce niveau de la compétition. Qu'est-ce qui n'est pas passé pour le Primero de Agosto, parce qu'ils ont frôlé l'exploit? Je peux te dire que les Tunisiens ont tremblé pendant un bon moment, pour ne pas dire pendant toute la partie, parce que ça a été super serré. On pouvait s'y attendre. Bon, on pouvait pas s'y attendre parce qu'effectivement, à partir des quarts de finale, on avait dit que effectivement, Primero de Agosto était le petit poussé de la compétition, l'équipe que tout le monde rêvait de pouvoir affronter. Et puis finalement, ils ont surpris déjà en éliminant le TP Mazembe, et chez eux avec un match retour à Lubumbashi au Congo. Et puis là, c'était de nouveau le même scénario avec un match retour à Aradez en Tunisie. Et figure-toi que ça se joue à probablement une erreur d'arbitrage un petit peu flagrante, avec une faute sifflée sur le gardien alors qu'il n'y a absolument aucun contact avec le joueur qui fait une nouvelle boulette, et finalement c'était le but du 3 partout, et à 3 partout à la 75e ou 80e, ça aurait été compliqué pour les Tunisiens de mettre 2 buts, même si ça n'était pas non plus impossible, mais ça aurait été quand même compliqué. Donc c'est vrai que c'est un scénario qui laisse un petit peu amer les Angolais, qui sont vraiment passés tout proche de l'exploit. Ils ont d'abord ouvert le score menant 1-0, puis ils reviennent à 2 partout. Donc on se dit que là ça va être compliqué pour les Tunisiens de devoir de nouveau mettre 2 buts, surtout que tu sentais que les Angolais pouvaient marquer quand même plus de buts. Ils ont eu des occasions pour mener 3-2. Enfin, c'était un match ultra serré, ultra enlevé, et puis il y avait aussi une ambiance dans les tribunes assez incroyable, avec énormément de fumigène. Le match aurait dû être arrêté au moins peut-être 2 fois ou 3 fois, de par la visibilité qui
qui n'était plus, en tout cas à la télé, ce n'était plus visible. Donc je sais pas qu'est-ce que ça a donné sur le terrain. Certains joueurs angolais se sont plaints, qui ne pouvaient plus respirer, etc. Enfin voilà, c'était une ambiance un petit peu délétère et c'était un scénario un peu incroyable qui laisse amer les Angolais. Puis bon, faut dire qu'au côté tunisien, ils n'ont pas été aidés par le gardien Jridi qui, 3 buts sont pour lui clairement. Enfin, les 2 buts pardon sont pour lui, 3 si on compte le but du match aller. Donc voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a fait, bon, bah voilà, le Primeiro de Agosto s'arrête là, hein, c'est somme toute un parcours historique pour le club, mais aussi pour le pays, il me semble. Qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe angolaise lors de cette édition 2018? Il y a un petit peu tout. Déjà, je pense que le travail a été bien fait avec que des joueurs subsahariens. C'est vrai qu'ils étaient habitués à avoir beaucoup de Portugais ou de Brésiliens dans leur équipe. Là, cette fois-ci, ça a été concentré avec beaucoup d'Angolais, beaucoup d'internationaux. Et figure-toi que l'équipe d'Angola marche plutôt pas mal aussi. Les Palancas Negras, si je ne me trompe pas, qui sont toujours dans la course pour la qualification à la prochaine CAN. Donc voilà, c'est un peu la dynamique du football angolais qui est bonne. Et puis ils ont fait un bon recrutement avec des bons Congolais, des bons Nigériens pour compléter leur effectif. Et puis ils ont eu ce statut d'outsider, je pense, qui les a aidés à surprendre leur adversaire au fur et à mesure. Ils n'ont pas pu s'appuyer sur une immense ferveur. Hein. Ils jouent dans un très grand stade, pas forcément évident pour eux de le remplir. Donc, ils pouvaient pas s'appuyer sur une ferveur comme peuvent s'appuyer, par exemple, l'Espérance de Tunis ou le Sétif qui a aussi mis une sacrée ambiance dans ces demi-finales. Mais voilà, ils ont surpris leur adversaire. Peut-être qu'ils étaient pris un petit peu de haut avec des joueurs très talentueux. On peut penser notamment à Geraldo qui est un super ailier, très bon, très efficace dans ses dribbles, rapide, et puis très surprenant, quoi, et difficile à anticiper ce qu'il va faire. Et voilà, ça fait un cocktail qui a fonctionné pour 2018. Voilà, est-ce que ça marchera pour l'année prochaine? C'est pas évident, c'est pas garanti, mais en tout cas, ils ont fait une superbe épopée qui restera dans l'histoire du football angolais pour sûr. D'accord, très bien. Espérons pour comme tu le dis, hein, pour les Palancas Negras, pour tout le pays, que le futur du football angolais se construise sur ce genre de choses et que ça ne reste pas un fait, un exploit isolé. Passons maintenant à la finale. On l'a dit avec Farou contre le Al Ahly, l'Espérance de Tunis. Pierre-Marie, donc ce ne sont pas forcément des pays qui viennent de tes régions favorites en Afrique, mais somme toute, je sais que tu as ton avis. Quel est-il? Écoute, moi, après avoir pu voir notamment les demi-finales des 2 équipes, c'est vrai que cette Espérance de Tunis m'a paru très fébrile. Alors voilà, quel est le niveau du Primeiro de Agosto? Est-ce que est-ce qu'on peut le mettre au même standing qu'un club comme le tout-puissant Mazembe ou le Al Ahly, ou voilà, je n'en suis pas du tout sûr, je ne pense pas. Donc c'est vrai que quand on voit les prestations de l'Espérance de Tunis face aux Angolais, ça fait un petit peu peur. On se dit que contre les Égyptiens, ça pourrait même peut-être tourner à la correction. Alors ils ont l'avantage de recevoir le match retour chez eux. Avec quelle ambiance, je sais pas, parce que ça s'est mal fini contre les Angolais avec le virage qui a été évacué par la police à peut-être 5 ou 6 minutes de la fin du temps réglementaire. Donc quelles seront les mesures de sécurité pour les supporters en Tunisie, je sais pas. Sachant que effectivement l'ambiance peut être un facteur qui peut beaucoup aider cette espérance-là qui sur le papier n'est pas au niveau des Égyptiens. Alors voilà, on peut s'attendre à tout. Ils ont des joueurs très expérimentés. Je pense notamment à Badri qui est rentré en fin de match contre l'Angola et contre le Primeiro de Agosto et qui a clairement offert la qualification à son équipe, avec aussi les très expérimentés Jouini. Je pense que Farouk a dû le noter déjà. Donc c'est quand même difficile Al Ahly est favori, difficile de dire que l'Espérance ne peut pas faire l'exploit parce que tout est possible avec ces Tunisiens-là, mais quand même je m'attends à une finale un petit peu déséquilibrée et le match aller en Égypte qui va se jouer du côté de Borg Al Arab dans le grand stade où on devrait pouvoir avoir enfin beaucoup de supporters alaouis. Donc est-ce que le match sera pas plié est-ce que la finale ne sera pas pliée dès le match aller? Moi, c'est la question que je me pose. D'accord, eh bien écoute, merci beaucoup Pierre-Marie, et on te retrouve bientôt pour parler, je ne sais pas encore, hein. Après tout, on peut parler par exemple de la Tanzanie où tu es actuellement, mais ce qu'il y a, c'est que
ce sera un petit peu redondant avec déjà les magnifiques articles que tu fais sur Lucarne Opposée. Je l'ai vu, oui, magnifique. C'est pas trop, hein, ils sont vraiment très très bien. Moi, je les trouve très intéressants, toujours très, comment dire, toujours très, on t'emmène, tu nous emmènes en visite avec toi dans le pays, quoi. Et je trouve ça toujours assez fantastique et c'est très bien fait. Et merci beaucoup. Et juste quand même, il y aura peut-être l'occasion de parler de l'AS Vita qui est en finale de la Coupe de la Confédération. Et oui, il y a quand même une équipe subsaharienne parmi les finalistes des Coupes continentales. L'AS Vita congolaise, tout à fait, bien sûr. Eh bien, pourquoi pas, voilà, on fera prochaine Africa sur la Coupe des Confédérations. Très bien, bah écoute, merci Pierre-Marie et à la prochaine. Ouais, à bientôt Simon, ciao. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 12e émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Efrikia. Salut les amis.